Merci d'être avec nous sur la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, les titres de l'actualité de ce lundi. Le Magal de Touba est la sempiternelle question du transport. Certains chauffeurs refusent de regagner la nouvelle gare routière des Beaux-Maraîchers au profit de gares flottantes. Les voyageurs dénoncent la hausse du prix du transport et du côté de la direction du transport, on vise un Magal sans accident. Une campagne de sensibilisation a été lancée dans ce sens. Concession du terminal vraquier du port autonome de Dakar attribué à la société Necotrans. Cheikh Kanté, le directeur général de l'institution, sera bientôt auditionné par les députés. Démarrage ce matin des assises de l'entreprise, occasion pour le Conseil national du patronat d'exiger de l'État la sécurisation des données fiscales, entre autres. Effet mode ou séduction, la pose de fossiles, une pratique très prisée des femmes au Sénégal. Quelles conséquences celle-ci pourrait avoir sur la santé visuelle de celles qui s'y adonnent? C'est le dossier du jour, on en parle en fin d'édition. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sur ce plateau avec moi, Léa Soukene Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Ibrahima. Alors, campagne de sensibilisation à l'endroit des chauffeurs et transporteurs. Objectif, un Magal sans accident. Ainsi, les chauffeurs sont appelés à prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter tout accident. Le directeur des transports appelle à plus de vigilance sur la route. La campagne a été lancée ce matin à la gare des Beaux-Maraîchers en présence de nos reporters Aïssatou Païfal et Alioune Diagne. À quelques jours du Magal de Touba, chauffeurs, transporteurs, sensibilisés sur le respect du code de la route. L'année dernière, les statistiques étaient satisfaisantes. Cette année, l'objectif visé, un Magal sans accident. Et le directeur des transports routiers appelle à un comportement responsable. Le premier facteur, c'est le véhicule. Le deuxième, c'est la route. Le troisième facteur, c'est le comportement. Alors, par rapport au comportement, je disais que plus de 92% des accidents sont dus au comportement. Ça veut dire que quoi? C'est vrai que la route est là, le véhicule est là, mais c'est l'individu qui va vers la route. C'est l'individu qui prend son véhicule. Donc il faut avoir un comportement responsable seulement pour éviter les accidents, c'est-à-dire en évitant de conduire un véhicule qui est en mauvais état, d'éviter quand même de faire de la surcharge, d'éviter aussi de conduire en état de fatigue, mais aussi de vérifier l'état des routes, l'état des véhicules avant de prendre le volant. C'est quelque chose sur lequel nous allons faire un travail très important. L'année prochaine, vous en rendrez compte, nous avons quand même prévu de faire 5 semaines thématiques de campagne sur la sécurité routière autour de la ceinture de sécurité, autour du téléphone au volant, autour de l'utilisation des passerelles pour la traversée des voies à grande circulation, mais autour aussi du port de casque pour les jeunes conducteurs qui utilisent les deux roues. Donc c'est vraiment un ensemble de programmes. Le secrétaire général du CNTS-FC estime que la campagne de sensibilisation doit continuer au-delà du Magal. Ce qui veut dire que nous n'allons pas s'arrêter à Dakar, mais on fera le tour de certaines villes pour pouvoir continuer la sensibilisation pour que cette année-ci, on aura les mêmes résultats que l'année dernière ou bien meilleurs que l'année dernière. Puisque l'année dernière, on a un résultat positif. Puisque là, c'est le transport domestique. Mais quant à le ramassage, c'est interdit et l'interdiction, ça va appliquer jusqu'à la fin du Magal. Concernant la hausse des prix du transport vers Touba, Cheikh Ndiaye tente d'expliquer les raisons qui motivent les transporteurs. Pendant les périodes de grande affluence, comme la période du Magal, effectivement, il y a des chauffeurs qui ont tendance à augmenter le tarif. Il faut savoir que l'augmentation peut être du fait du chauffeur, mais aussi ça fait quelquefois, ça vient des clients. C'est la loi de l'offre et de la demande. Hein. Il suffit qu'il y ait peu de véhicules par rapport à la demande qui est importante pour que les clients amènent les chauffeurs à la spéculation, eux-mêmes qui leur disent, écoutez, je suis prêt à payer tant parce que le Magal en vaut la peine et allez-y, amenez-nous. Donc il y a des hausses de prix qui se font. Mais aussi, il faut savoir que les véhicules qui vont à Touba, ils reviennent à vide. Donc le chauffeur a tendance à facturer l'aller et le retour sur le client qui va à l'aller. C'est la raison pour laquelle on observe vraiment des hausses de prix pendant ces périodes-là. Après Dakar, direction Touba, Kébémer et bien d'autres régions, une campagne de sensibilisation plus large du port du casque, y compris pour les Jakarta et autres cyclomoteurs, est même prévue après le Magal de Touba.
Sans transition, Magal de Touba 2014, le transport sujet à polémique chez les transporteurs. Et oui, et la nouvelle gare routière des Beaux Maraîchers est au centre des débats. Selon certains chauffeurs trouvés à Pikine, des transporteurs refusent de regagner la nouvelle gare routière des Beaux Maraîchers au profit de gares flottantes. Une situation qu'ils ne peuvent pas accepter, disent-ils. Et du côté des voyageurs, on dénonce bien sûr la hausse du prix. Aziz Khan. Ici, à la gare routière des Beaux Maraîchers, le constat est là. Pas trop d'affluence. À 72 heures du Magal de Touba, les chauffeurs attendent patiemment. Rien ne marche pour le moment. On est en début de semaine et le Magal, c'est pour jeudi. Peut-être que d'ici demain, les voyageurs vont commencer à arriver. Il y a des rumeurs qui font état d'une éventuelle hausse des prix. Et cela fait fuir certains voyageurs qui préfèrent prendre des voitures qui maraudent. Certains chauffeurs estiment que l'entêtement de certains d'entre eux ne facilite pas leur activité. Il n'y a pas encore un grand rush. Certains transporteurs refusent de rentrer dans la gare. Certains même s'arrêtent à Pékin pour prendre les clients, alors que c'est le même prix. Ce voyageur attend une voiture pour regagner la ville sainte. Les tarifs imposés le rendent dubitatif. Les tarifs commencent à augmenter. Les bus ont fixé leur prix à 3500. Pour les 7 places, le tarif est fixé entre 6 000 et 7 000. J'attends quelqu'un qui me donne un prix abordable. Plus que 2 jours pour célébrer le Magal, 2 millions de Sénégalais s'apprêtent à rallier Touba. Cependant, les tarifs sont jugés trop élevés par les voyageurs. Des milliers de fidèles s'apprêtent à prendre la route pour Touba, mais nombreux sont ceux qui ne vont pas rallier la nouvelle gare routière. Exactement, Ibrahima, pour les chauffeurs des gares clandestines de Patte-d'Oie et de Grand-Yoff, ces dernières sont plus accessibles et du côté des usagers, c'est le prix du billet qui les pousse à ne pas rallier la gare des Beaux Maraîchers, Ndaïm Bossessi et Abdou Karim Diop. Ces gares clandestines de Grand-Yoff et de Patte-d'Oie restent encore administrativement interdites. Néanmoins, ces clients avouent leur préférence pour ces points de départ. Les raisons sont particulières. On préfère les bus qui partent de ces gares, c'est plus proche de nous. Mais si on n'a pas le choix, on ira au Beaux Maraîchers. Parce que pour nous, ce qui compte, c'est d'aller au Magal. L'essentiel, c'est d'aller à Touba. On quitte mardi soir. Ces transporteurs sont catégoriques. Ils ne veulent pas entendre parler des Beaux Maraîchers. On ne pense même pas rallier les Beaux Maraîchers, surtout les lignes Dakar-Kolda. Ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. Nous partirons d'ici pour Touba. Au Beaux Maraîchers, il y a trop de tracasseries et les policiers ne nous laissent pas tranquilles. Cette année encore, les prix ont flambé. C'est normal parce que le carburant coûte cher. Si le gouvernement baisse le prix, nous suivrons. Sinon, les tarifs vont monter. Le transport était de 1500 francs. Maintenant, il est passé de 3 à 4000 francs. À 2 jours du Magal de Touba, les gares clandestines de Grand-Yoff et de Patte-d'Oie regorgent de véhicules. Mais les clients se font rares. Selon ces transporteurs, les autorités devraient exceptionnellement autoriser ces points de départ, le temps du Magal. Et parlons à présent de l'affaire Necotrans, le directeur général du port autonome de Dakar, bientôt auditionné au Parlement. L'annonce est faite par le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Moustapha Diakhaté déclare que l'audition de Cheikh Kanté, déclenchée depuis, mais retardée par les élections locales et le vote des budgets entre autres, est à présent bouclée. Cette audition est relative, pour rappel, à l'attribution du terminal vraquier du port autonome de Dakar à la société Necotrans. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar que nous écoutons. La commission s'était réunie à effectivement adresser une demande au gouvernement pour que le directeur général puisse venir. Donc la procédure a été bouclée, le gouvernement a donné son accord. Malheureusement, à cause des élections locales et du marathon budgétaire, on n'a pas pu le convoquer présentement. Mais ça va être fait dès la fin de la session budgétaire. Je suis vraiment désolé d'entendre mon collègue Moulami Diallo dire que oui, il demande le départ de Cheikh Kanté. Ça ne me semble pas être une bonne chose. On ne peut pas vouloir auditionner quelqu'un, avoir des informations de lui et en même temps le sanctionner de cette façon. Ça me pose problème.
L'ouverture d'une enquête parlementaire suite aux affaires ArcelorMittal et Petrotim Sénégal, une demande formulée par des députés de l'opposition pour édifier le peuple sur ces deux supposées nébuleuses. Prétexte pour la télévision Futur Média de voir dans quelles conditions cette enquête parlementaire doit être ouverte, une prérogative des députés pour contrôler la gestion de l'exécutif. Toutefois, l'urgence doit justifier son ouverture. Aminata Mbarisso et Modou Diop. Le contrôle de l'action gouvernementale, un des rôles dévoués aux députés. Pour ce faire, il dispose de différents instruments, parmi lesquels la création d'une commission d'enquête parlementaire. Quand c'est un problème très grave où nous n'avons aucune information, là on met en place des commissions d'enquête. Les députés s'asseyent, ils discutent de ça. Il y a eu beaucoup d'autres commissions d'enquête. On n'a pas encore jugé l'importance d'en avoir. Et la commission d'enquête parlementaire a la possibilité d'aller au fond des choses, là où le citoyen ne peut pas arriver, d'aller poser des questions, d'auditionner les concernés et faire des enquêtes pour comprendre exactement la véracité de telle ou de telle chose. Une commission d'enquête parlementaire nécessite des procédures. Pour la 12e législature, des demandes sont en attente. Il y a beaucoup de demandes de commission d'enquête, il y a beaucoup de demandes d'audition, mais jusqu'à présent, aucune n'a été mise en œuvre. C'est des procédures qui sont un peu lentes, mais quand même, je crois qu'on doit hâter le pas, parce que c'est les instruments que nous avons pour contrôler l'action du gouvernement qui fait partie des prérogatives des députés et de l'Assemblée nationale. Au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, on a reçu des demandes de commission d'enquête parlementaire sur des dossiers différents. Les conclusions issues de l'enquête parlementaire sont soumises aux autorités compétentes. L'affaire peut également atterrir devant la justice. Assise de l'entreprise, le CNP exige de l'État la sécurisation des données fiscales et la mobilisation de l'épargne, des demandes que le gouvernement prend en compte et invite le secteur privé à valoriser les exportations. Compte rendu de cette première journée des Assises de l'entreprise avec Maïmouna Ndiaye et Mardia. Le Conseil national du patronat tape sur la table 10 propositions émises à l'État pour revaloriser le secteur privé national. Nous disions pendant des années et des années à notre État, voilà ce que vous devez faire, voilà ce qu'on attend de vous. Et à des moments, on peut avoir peut-être le sentiment de ne pas se comprendre totalement. Déjà, la question même de ce qu'est une entreprise nationale est posée. Nous la définissons, nous disons notre code de marché doit dire que l'entreprise nationale est une entreprise contrôlée à 51%. Nous disons aussi, parce que dans la commande publique, même dans des questions d'offres spontanées, nous devons l'encadrer davantage pour assurer la place du secteur privé national. L'insécurité dans le traitement fiscal, le tourisme sont entre autres au cœur des préoccupations. Le patronat veut qu'on accélère le rythme. Il faut de l'investissement direct étranger, mais il faut aussi que l'entreprise nationale ait une place dans le développement de l'économie. Il faut aussi de l'action maintenant, de l'action qui va dans le sens du privé aussi national. Le Premier ministre rassure, le secteur privé est invité à se lancer davantage à l'exportation. Il n'y a pas que la commande publique qui peut promouvoir, qui peut être un levier pour doper l'investissement. Il y a également le marché. Nous sommes aujourd'hui un pays qui a une classe moyenne, qui a donc un certain pouvoir d'achat et c'est peut-être également l'occasion pour le secteur privé national de remonter les filières pour promouvoir davantage le consommé local. Au sortir de cette rencontre, le patronat sera convié à un conseil présidentiel en fin décembre. Les 10 propositions formulées seront examinées, annonce le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. En bref, sachez que 95 pêcheurs disparaissent en mer par an selon le ministre de la Pêche Oumar Gueye. Des dispositions sont en train d'être prises pour renforcer la sécurité des pêcheurs en mer. Oumar Gueye était à l'Assemblée nationale pour le vote du budget de son ministère. La pêche, nous y sommes et nous y restons avec l'État qui lance une croisade contre les embarcations non immatriculées et l'absence de permis de pêche. Une mesure d'ailleurs dénoncée par les pêcheurs de Soumbédioune. Ces derniers ne comptent pas débourser les 15 000 francs CFA nécessaires afin de renouveler leur permis. Bintouloum et Adama Gaye. L'État lance une croisade contre les embarcations non immatriculées et la non-acquisition des permis de pêche. À Soumbédioune, les pêcheurs acceptent de s'y conformer, mais dénoncent le système. C'est un devoir d'avoir les permis de pêche.
c'est un devoir aussi. Parce qu'avec les permis de pêche, on parvient à immatriculer les pirogues, ça nous permet aussi de savoir le pirogue ça appartient à qui. Mais ce qui n'est pas admissible, c'est le fait de 1 mois de la fin d'année qu'on exige d'acheter des permis de plongée. Nous ne refusons pas d'acheter les permis, mais il fallait au préalable nous en parler et nous donner un délai. Nous ne savons pas où l'État met cet argent. Ils nous ont rien expliqué alors qu'ils devaient nous dire à quelle fin ils vont utiliser cet argent. Il est inconcevable pour ces pêcheurs de payer des licences à moins d'1 mois de la fin de l'année. On sera obligé de l'acheter 2 mois plus tard après. Et ça va nous porter préjudice parce que le fait de sortir 15 000 pour l'acheter maintenant, pour 1 mois après on l'achète encore, ça sera un peu difficile. Les autorités ne veulent que notre argent, mais qu'elles sachent que ce ne sera pas facile. Nous sommes tous unis et nous les attendons de pied ferme. Pour ces pêcheurs, l'État n'a pas respecté le protocole qui stipule le reversement d'une partie de l'argent des licences. L'État n'a pas respecté les conditions. 15 000 francs par pirogue, c'est énormément d'argent. Alors vraiment, cet argent doit nous servir, nous les pêcheurs. Avant, il y avait une coopérative qui nous finançait. Les pêcheurs ont fustigé la démarche des autorités. Selon eux, une telle décision doit faire l'objet de discussions approfondies afin que chaque partie puisse y trouver son compte. Fenêtre sur l'éducation, nous parlons des universités virtuelles au Sénégal. Elles sont créées pour répondre à la forte demande de l'accès à l'enseignement supérieur. Tout à fait. Et les étudiants de ces universités sont tous dotés d'ordinateurs et de clés de connexion pour suivre les cours à distance. Le système nécessite beaucoup de moyens, mais l'optimisme est de mise chez les autorités quant à l'avenir de ce système au Sénégal. Fatima Ba, Younous Diatta. Elle est la 5e université publique du Sénégal. L'université virtuelle est créée en septembre 2013 et propose des cours à distance. Les critères d'orientation simples. Les conditions d'intégration dans cette université sont dans les principes généraux les mêmes que dans les autres universités publiques. Comme vous le savez, il existe maintenant un guichet unique qui permet de ventiler les étudiants, les jeunes bacheliers du Sénégal. Il s'appelle Campusen et à faire leur choix. D'aller dans telle université pour y faire telle ou telle filière. Et parmi ces choix, il y a l'Université virtuelle du Sénégal et ses 5 filières. Nous avons des étudiants qui ont la mention bien, la mention assez bien, et qui ont fait le premier choix. D'ailleurs, un bon pourcentage des étudiants de l'UVS ont pris UVS comme premier choix. Pour sa première année, elle a accueilli 2000 étudiants et là, 5000 bacheliers y sont orientés. Les 4000 sont déjà inscrits. Chaque étudiant a besoin d'un ordinateur et doit avoir accès à Internet, ce qui n'est pas facile pour les autorités. Il s'agit d'un concept d'université virtuelle conçu par les Sénégalais et pour les Sénégalais. Vous vous imaginez bien que l'ensemble des contraintes, des problèmes, des risques et des opportunités ont été bien prises en compte. Nous leur donnons la possibilité d'avoir l'ordinateur et la connexion Internet. Ça, c'est pour régler le problème de la connectivité et de l'accès. Et vous savez que l'État du Sénégal a mis beaucoup de moyens sur ce segment-là. D'autre part, vous savez très bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus nécessité de dire mais les étudiants sénégalais sont-ils prêts à faire leurs études dans une université virtuelle, étant entendu qu'ils n'ont pas l'ordinateur, étant entendu que beaucoup d'entre eux ne maîtrisent pas l'outil informatique. Sur place, le coordonnateur peut connaître les activités des étudiants inscrits et qui sont en ligne, mais ce qui est sûr, c'est que cette université a ses limites, en attestent les nombreuses plaintes des étudiants, même si les autorités minimisent. Le e-learning, le MOOC, 2 mots sans doute qui vous seront étrangers. Il s'agit bien sûr de formation à distance, Léa. Elles sont prisées de nombreux étudiants. Ibrahima a étudié à la maison, une méthode qui fait son effet et qui pourrait permettre aux universités en surnombre de souffler un peu. Aïssatou Païfal et Younous Diatta nous en disent plus. MOOC pour les Français, MOOC pour les Anglais. Massive Open Online Course, mais prononcé MOOC. Une formation à distance comme le e-learning. Mais attention, il existe une légère nuance entre les deux. Des formations qui commencent à intéresser bon nombre de personnes. Aujourd'hui, les grandes écoles de commerce, le savoir devient de plus en plus libre. Sur Internet aujourd'hui, sur beaucoup de sites, vous pouvez aller de façon gracieuse sur les sites, aller chercher donc le savoir. De grandes écoles de commerce comme Harvard Business School sont aujourd'hui obligées, avec certains enseignants, de rendre gratuites ces formations. Alors, le modèle économique change. On vous offre, sur plateau ou sur un site Internet, la possibilité de suivre des formations et en changeant le modèle, c'est-à-dire qu'à la fin
de la formation. Si vous avez besoin maintenant d'un diplôme, vous vous présentez et on rattrape les frais de scolarité. Et là, donc, le modèle a complètement changé. Une autre forme, le e-learning, qui, elle aussi, a ses adeptes. Pour les TIC, pour faire la formation à distance. Quand on parle de I, c'est tout ce qui est technologie, tout ce qui est TIC. Donc, c'est les outils qu'on utilise pour faire la formation à distance, sachant que l'apprenant est de l'autre côté, à des milliers de kilomètres. La particularité, c'est que c'est des programmes réfléchis, donc réfléchis par rapport à un besoin qui est là, pour répondre à un besoin, qui fait qu'aujourd'hui, la réflexion elle est en avant de lancer le programme, qui fait qu'on a beaucoup de demandes par rapport à cette formation-là. Maintenant, après avoir identifié ces prospects-là, on met en place ce programme. Abdoulaziz Ndoye estime que ces formes d'enseignement peuvent être utiles aux universités qui ont un trop plein d'étudiants. Des écoles le font pour s'ouvrir au monde. D'accord, il y en a qui le font pour un peu désengorger si on sait qu'en termes de charge, il n'y a pas de charge derrière, parce qu'on ne paye pas le courant, il n'y a pas de bâtiment derrière. C'est le cas de l'université Cheikh Anta Diop. L'État a mis en place cette stratégie-là pour pouvoir les prendre massivement et faire la formation de distance. Des formations à distance qui commencent à s'installer dans les universités comme dans les écoles de formation. Une véritable économie numérique peut être mise en place si ces formations se développent de plus en plus au Sénégal. Intéressons-nous à présent à un jeune homme, Mansour Diallo, de la première promotion de l'université virtuelle du Sénégal. Il a démarré ses études supérieures 1 an après l'obtention de son baccalauréat. L'étudiant en économie et gestion nous dit ce qu'il pense de l'UVS, son 15e choix sur les 18 de la plateforme campusen.sn. Son portrait nous est dressé par Aminata Mbaresso et Ibou Sissé. Mansour Diallo fait partie des étudiants orientés à l'université virtuelle du Sénégal, un choix par défaut qui suscite interrogation. C'est parce que nous n'avons pas le choix que nous sommes là. Si a priori il m'avait demandé où est-ce que je vais aller, je n'allais pas dire à l'UVS. C'est en 2013 que Mansour Diallo a décroché son baccalauréat en série L2. Au moment des choix sur la plateforme campusen.sn, il avait privilégié l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, département géographie. J'ai eu le bac en juillet 2013. En novembre 2013, je suis orienté sur les premières listes à l'université virtuelle du Sénégal. Là, automatiquement, l'idée que j'avais, c'était d'aller voir les parents proches, voilà, pour essayer de faire un transfert à l'université Cheikh Anta Diop. Mais là, ce n'était pas possible. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul qui a tenté cela. Orienté à la filière économie et gestion de l'université virtuelle du Sénégal, le nouveau bachelier est resté 1 année sans suivre ses cours. Parce que jusqu'ici, nous n'avons pas démarré les cours comme il le faut. Donc jusqu'ici, voilà, je patiente au moment où mes autres camarades qui ont eu le bac en 2013 ont déjà fait leur examen. Nous avons eu les premiers cours, cela ne fait même pas 1 mois. L'université virtuelle du Sénégal en est à sa 2e année d'existence. Des espaces numériques ouverts ont été aménagés pour faciliter l'accès aux étudiants. N'empêche, le fonctionnement de l'université virtuelle du Sénégal fait polémique, mais Mansour reste optimiste. Il voit un avenir radieux pour l'université virtuelle du Sénégal, mais à condition que tous les moyens soient réunis. Aminata Mbaresso, les cours dispensés dans ces universités virtuelles ne rassurent pas certains parents d'étudiants. Ils trouvent d'abord chères les charges relatives à ces universités et doutent même de la compétence de ces institutions qui tardent à démarrer les cours. Fatbintou Konté, Alioune Diagne. L'université virtuelle, une trouvaille de l'État pour caser les milliers de bacheliers qui n'arrivent pas à intégrer les grandes universités. Une université qui inquiète quand même les parents. Cette université ne nous rassure pas. Sincèrement, il faut le dire. J'ai comme l'impression qu'on se moque des enfants. Depuis janvier, ils n'ont pas encore fait de cours. C'est seulement ce mois de septembre-ci que les cours ont démarré. Au début, on avait eu beaucoup de problèmes parce qu'on ne savait pas ce que signifie université virtuelle. On n'a jamais vu ça. Et puis on se demandait qu'est-ce que cela veut dire université virtuelle. Mais maintenant, on l'a vu avec son ordinateur. Nécessitant des moyens pour l'étudiant qui doit s'octroyer un ordinateur et de la connexion Internet. Elle travaille avec un ordinateur et pour ne rien vous cacher, nous avons cotisé pour l'acheter. Tous les jours, elle fait la navette entre Rufisque, Mbao, Guédiawaye pour faire ses cours et je donne l'argent du transport tout le temps. C'est vraiment harassant. Nous, par exemple, on voulait même savoir que si est-ce que l'élève qui doit acheter sa connexion ou bien c'est
à partir de l'école qu'on lui lit. C'est l'université qui lui donne sa connexion pour se connecter. Ça aussi, ça nous pose problème. Certains parents décrivent même la concentration qui risque de faire défaut chez l'élève qui est souvent à la maison, devant un ordinateur. Pour une formation virtuelle, je ne sais pas comment elle devra faire à la maison. Dans sa chambre tout seul, elle peut utiliser ce portable pour Skype, Viber et puis Facebook, sans que ses parents se mettent au courant. Et puis, en ce moment, l'élève ne pourra plus avancer. L'université virtuelle est une université que le commun des Sénégalais accepte de plus en plus mal. À présent, le dossier du jour, il s'intéresse à un sujet principalement réservé aux femmes. Il s'agit, Léa, de la pose de faux cils. Et oui, effet de mode ou de séduction, cette pratique est prisée par de nombreuses Sénégalaises. Alors, pour poser ces faux cils, on utilise une colle spéciale, un produit qui pourrait entraîner des complications oculaires de l'avis de certains ophtalmologistes. C'est le dossier du jour, il est signé Aminata Mbaresso, Diafara Ba et Ibou Sissé. La pose de faux cils, une activité en vogue. Au marché HLM de Dakar, c'est l'affluence devant les hommes qui s'activent dans ce métier. Je pose ces faux cils pour faire plaisir à mon époux et également ça permet de mettre en valeur ma beauté. C'est une nouvelle tendance et elle permet de paraître plus belle. Ce travail, jadis pratiqué par les femmes, intéresse aujourd'hui les hommes qui y trouvent leur compte. Auparavant, j'étais commerçant. Par la suite, un ami m'a suggéré d'investir dans la pose de faux cils, une activité qui rapporte. L'origine, la composition des matières utilisées, elle s'en soucie peu. L'essentiel pour ces femmes, se faire belle. Franchement, je n'ai aucune idée de l'origine ni de la composition de cette matière. Mais des fois, il m'arrive d'utiliser une colle de ce genre dans mon salon de coiffure pour poser des greffages. Nous avons copié la pose des faux cils aux Américains. Donc j'imagine que tous les produits et matières utilisées ont été bien testés et expérimentés. Et si la personne qui vous pose les cils est bien formée, il n'y a aucun risque. Des risques, il en existe pourtant de l'avis de ces spécialistes. Ces produits peuvent avoir des conséquences sur la santé des yeux. Une bonne partie de là où l'on pose les cils, ce qu'on appelle le rebord ciliaire, fait face à un organe très noble de l'œil qu'on appelle la cornée. Quand vous avez des brûlures, des agressions, à ce niveau, même si ces agressions guérissent, il y a souvent des petites cicatrices qui persistent. Et ces cicatrices influent grandement sur la capacité pour l'individu de bien voir. La colle en elle-même agresse la peau. Donc il y a des détériorations de ce qu'on appelle la bande ciliaire. C'est une forme de la peau qui est relativement sensible. C'est là où poussent les cils que vous agressez, et au fur et à mesure, ce qui va arriver, c'est que vous créez ce qu'on appelle une inflammation chronique de ce bord libre. À Dakar, comme dans d'autres localités du Sénégal, ces hommes font le tour des marchés et les clientes ne manquent pas. La pose de faux cils, une activité qui prospère. Dans l'actualité sportive, nous parlons football avec la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations des U20. Les Lionceaux vont croiser le fer contre les Éléphantos en match aller et retour. L'annonce est faite par le président de la fédération, Maître Augustin Senghor, que nous écoutons. Dans 15 jours, ils auront encore l'occasion de jouer ici à Dakar 2 matchs contre la Côte d'Ivoire qui est aussi qualifiée. Et je pense qu'à ce rythme-là, nous pourrons entrer de plein pied dans la préparation pour être donc opérationnel pour la prochaine édition du championnat d'Afrique U20. Coupe de l'UFOA, les Aiglons remportent la palme devant les Lionceaux. Les deux formations ont été départagées par l'épreuve fatidique du tir au but, 5-4 en faveur des Maliens. Le mémorial Mawadouad a été joué dans le fair play total avec 2 équipes en lice. À noter que la Gambie et la Guinée-Bissau ont fait faux bond. Compte rendu Chertidiane Dione et Maktar Diarra.
Les Aiglons s'adjugent du trophée de l'UFOA édition 2014 dédié à Feu Mamadou Wade, un icône du football sénégalais. Après 88 minutes de jeu, match nul et vierge, avec quasiment moins d'occasions et des menaces de la part des protégés de Joseph Koto pour dire qu'il y avait un manque de lucidité et absence d'une attaque tranchante. Bref, une équipe moins convaincante. Les Aiglons du Mali soulèvent la coupe de la zone A. Chez les Maliens, les consignes du staff ont été respectées à la lettre. Et dans l'ensemble, je suis satisfait du comportement des jeunes parce que c'est ce que j'avais dit au départ. Et quand on venait ici, on ne s'attendait pas à... Je n'étais pas préparé à l'avance parce que c'était un tournoi de seniors. Mais à la dernière minute, on nous a dit que je pouvais amener l'équipe. Et ça a trouvé que beaucoup de mes joueurs déjà sont partis en essai en Europe et dans le golf. Donc nous avons fait avec ce qu'on avait. Mais ce que je retiendrai de ces deux rencontres, c'est que mentalement, on a été très solide. Le mémorial Mamadou Wade devait abriter 4 sur 9 pays de la zone. La Gambie et la Guinée ont finalement fait faux bond. Nous sommes en train de subir les conséquences de cette maladie, Ebola. Tout le monde parle de ça, mais quand même, il y a le Mali qui est présent. Et les organisateurs se sont contentés d'avoir 2 équipes. Et l'esprit est toujours là. Il y a le nombre qui a fait défaut, mais quand même l'esprit sportif est déjà là. Et je pense que bientôt, on espère qu'on ne parlera plus d'Ebola parce qu'on aura trouvé les solutions pour éradiquer cette maladie-là. Football, toujours, l'AS Douanes promu en Ligue 1 a battu Mbour Petite Côte sur le score d'1-0. Autre victoire, celle de l'US Ouakam sur le port autonome de Dakar avec le score de 3-0. Des matchs comptants pour la première journée du championnat, disputés ce dimanche au stade Demba Diop, compte rendu avec Mamadou Ndiaye et Younous Diatta. Une entrée en matière réussie pour l'AS Douanes. Les Gaboulous ont empoché les 3 points face à Mbour Petite Côte. Le capitaine Asndoy a inscrit l'unique but de la rencontre sur penalty dès la 34e minute. Une bonne entame de saison selon le coach. Le match d'aujourd'hui aussi, alors ne pouvait pas être facile dans la mesure que toute équipe alors qui joue un championnat et qui joue la première journée, va se donner un bol d'oxygène, un bol de confiance, un bol psychologique, un bol de confiance. Et nous, on a fait dans ce style. Et quand on va gagner aussi, on souffre. Il y a que maintenant, compte tenu du résultat de la première mi-temps, malgré l'infériorité numérique adverse, nous avons changé un peu notre façon de jouer. Nous avons allongé pour faire courir l'adversaire, pour faire courir l'adversaire, et d'autre part aussi, dans ce style, essayer vraiment de prendre un deuxième but. Les Mourois trouvent des motifs de satisfaction dans ce match malgré l'arbitrage qu'ils déplorent. Je ne veux pas m'appesantir sur certains aspects liés à l'arbitrage. Je ne veux jamais parler de ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a été victime de mauvais arbitrage. Car en fait, on a eu un pénalty indiscutable que l'arbitre a oublié de siffler. Alors que c'est une faute flagrante. Mais tout compte fait, j'accepte sportivement cette défaite. En levée de rideau, l'Union sportive de Ouakam a battu le port autonome de Dakar sous le score de 3-0. Après la première journée de Ligue 1, voici maintenant les résultats au complet. Sachez que l'AS Pikine, Olympique de Ngor ont fait match nul, 1 but partout. Djambar qui bat Stade de Mbour, 2-1. Sunéor qui bat Casasport, 2-1. Et Niary Tally écrase Diaraf, 3-1. Guédiawaye FC et Linguère ont fait match nul blanc, 0 but partout. Au classement, l'US Ouakam, Niary Tally et Djambar caracolent en tête. Léa, c'était tout pour cette page d'information. Merci à toi. Merci également, Ibrahima. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Prochain rendez-vous d'information, le tout en image de 0h. Bonsoir.